Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, nous nous retrouvons. La Bibliothèque publique d'information vous propose un nouveau volet pour cette rentrée du cycle Enjeux internationaux. Et nous allons nous intéresser à un thème d'actualité, puisque c'est le rôle des villes comme nouveaux acteurs des relations internationales, et notamment en relation avec des événements récents et dont nous avons des dignes représentants ce soir, la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024, qui est victorieuse, une candidature victorieuse. Donc nous allons parler à la fois des métropoles et de leur nouveau rôle sur le panorama international et de cas un peu plus particuliers à travers cette candidature. Et je vais laisser la parole à Marie-France Chatin de RFI, qui a l'habitude d'animer ces débats et qui va nous présenter les intervenants de ce soir. Bonne soirée. Merci Jérémy, bonsoir. Bonsoir à chacun. Je vais prendre le temps de vous présenter après avoir fait une petite introduction sur la question des villes, les villes sur la scène internationale. Pour commencer, quelques mots peut-être sur le phénomène urbain. Un phénomène, c'est une évidence qui ne cesse de croître. Je parle sous le contrôle de Cynthia Goragobin, mais plus de la moitié, 54% de la population mondiale vit aujourd'hui dans une zone urbaine. Et on prévoit 66% d'ici à 2050. On estime que près de 6,3 milliards de personnes vivront en ville en 2050. C'est 2,5 milliards de plus qu'aujourd'hui. Autre facteur intéressant concernant les villes, l'évolution entre pays développés et en développement. Les pays développés sont toujours aujourd'hui beaucoup plus urbanisés que les pays en développement, mais bien sûr c'est en train de changer. Et c'est en Asie et en Afrique que la plus grande croissance de l'urbanisation pourrait avoir lieu d'ici, là aussi, à 2050. 37% des nouveaux citadins seront alors indiens, et le mouvement concerne aussi les Chinois et les Nigérians. On compte actuellement 6 villes de plus de 20 millions d'habitants. Je les cite: Tokyo, Delhi, Mexico, New York, Shanghai et São Paulo. Et on en attend 4 de plus d'ici à 2025, Bombay, Dhaka, Pékin et Karachi. Un phénomène de métropolisation qui va de pair avec la concentration accrue des populations, des richesses et des activités. Ce phénomène urbain mondialisé, globalisé, ne manque pas de poser des défis. Comment, par exemple, assurer un développement économique et social harmonieux au sein des grandes villes et éviter la formation de bidonvilles? Comment construire des villes durables, respectueuses de l'environnement? Comment gérer le risque environnemental, sachant que 60% de la population des villes d'au moins 1 million d'habitants vivent dans des zones fortement exposées aux catastrophes naturelles? On l'a connu récemment, cyclones, inondations, sécheresses, et c'est tous les ans un peu la même chose, et avec peut-être davantage de villes chaque année concernées. La gestion des grandes zones urbaines, sans doute, est l'un des plus grands défis de développement du XXIe siècle. Alors, quelle place pour les villes dans un monde globalisé? Comment se situent-elles dans leur relation aux États? Est-ce qu'elles sont mieux placées que les États pour répondre aux grands enjeux? Je le répète, changement climatique, et j'en ajoute de nouveaux, terrorisme, pauvreté, trafic en tout genre. Acteurs majeurs des relations internationales, les villes ont un rôle. Quel est-il en particulier et comment ce rôle a-t-il évolué? Et parmi ces rôles, il y a celui de l'image, mais pas seulement. Et nous verrons le défi que représente, par exemple, pour Paris, la tenue des Jeux Olympiques en 2024 dans la capitale française. Nos invités pour échanger autour de ces questions, Cynthia Goragobin, qui est directrice de recherche au CNRS CREDA, qui est le Centre de recherche et de documentation des Amériques, coordinatrice du dictionnaire critique de la mondialisation, qui est paru chez Armand Collin. Bonsoir. Sophie Laurent, directrice des relations internationales Paris 2024. Bonsoir. Et Sébastien Moreau, qui est responsable des relations institutionnelles de Paris 2024. Bonsoir. Cynthia Goragobin, pour peut-être poser le schéma, et même plus que poser ce schéma, je propose que dans un premier temps, on ait un peu une conversation sur ce que désigne le mot ville et comment comprendre le phénomène d'urbanisation auquel on assiste depuis un moment déjà et qui n'a de cesse de prendre de l'ampleur. Alors oui, pour essayer de définir la ville, en fin de compte, tout au long de l'histoire, on a opposé la ville à la campagne.
Alors la campagne, on travaille bien entendu, je dirais, c'est la production agricole, alors que la ville n'est pas tournée vers la production agricole. Ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'en fait, avec l'industrialisation, il y a eu une urbanisation extrêmement rapide, mais comme vous le disiez dans votre introduction, qui a touché pratiquement les pays du Nord, les pays développés. Et on assiste alors aujourd'hui, on est dans un cycle de mondialisation, de globalisation et de planétarisation. Justement, ce sont les trois grandes thématiques du dictionnaire critique de la mondialisation. Et ce qu'on observe, c'est avec ce cycle de mondialisation, il y a aussi une urbanisation accrue, notamment dans les pays sous-développés. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et les chiffres, je crois que sont quand même très forts parce que on prend les chercheurs des Nations Unies nous disent que en 1950, seuls 30% de la population était urbaine. Puis après, donc vous avez donné le chiffre à l'heure actuelle, 54%. Et 2050, il y a certains travaux qui estiment que nous serons à 70% population urbaine, ce qui est en l'espace d'un siècle, on passe de 30% à 70%, ce qui est extrêmement rapide et pose de sérieux problèmes et de nombreux enjeux. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, on est dans un cycle de globalisation. Ça veut dire qu'en fait, le capitalisme s'est globalisé, s'est financiarisé. Et avec la circulation accrue des capitaux, les villes se retrouvent en rivalité pour attirer les flux de capitaux. Donc on se retrouve avec une situation où les villes, non simplement les villes sont les sites d'ancrage de l'économie mondiale globalisée, mais en plus elles sont en rivalité pour attirer les capitaux. Et puis on retient aussi le fait que nous sommes dans un processus, dans un cycle de planétarisation. Alors planétarisation, c'est-à-dire que nous prenons conscience à l'échelle mondiale de la finitude de l'environnement. Alors, et planétarisation inclut aussi la notion de changement climatique. Alors, ce qu'on observe, c'est que les villes sont en train de s'organiser par rapport à cet enjeu que représente le changement climatique. Alors, elles sont en train de s'organiser comment? D'abord, alors c'est vrai qu'il y a des politiques nationales, puis elles sont en train de dire aux États, vous savez, nous sommes plus à même, pas de régler le problème, mais de mener des politiques d'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant. Et ce que par rapport à cette idée de changement climatique, c'est que les villes aussi s'organisent sous la forme de réseaux. Tout à l'heure, on parlait de rivalité entre les villes, mais en même temps, les villes sont capables de coopérer. Alors, bien entendu, on connaît tous la C40, enfin la C40 qui a été créée par le maire de Londres et le maire de New York, mais qui est présidée à l'heure actuelle par la mairesse, comme on dit, de Paris. Et c'est quand même un réseau extrêmement puissant puisqu'il réunit principalement les grandes villes, les grandes métropoles au nord comme au sud. Et c'est un réseau qui travaille sur l'efficacité, enfin, la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. Mais on a aussi d'autres réseaux. Il y a Eurocities, qui est pratiquement un réseau qui réunit les villes européennes et qui travaille aussi sur comment réduire la production de gaz à effet de serre. Et puis, il y a aussi Cités et gouvernements locaux unis, qui présente la particularité aussi de réunir, d'avoir des villes dans le nord et dans le sud, et qui a été présidé pendant un certain temps par le maire de Lanoé. Et j'ai oublié de dire que Eurocity a été présidé à un moment aussi par le maire de Lyon, enfin le président de la métropole, Gérard Collomb. Donc, c'est intéressant de voir comment aujourd'hui, donc, les villes se mettent en scène et elles sont en train d'entamer une nouvelle relation avec les États. Et ça, c'est vraiment innovant. Et je crois qu'on ne le dit pas assez, qu'on doit travailler sur cette question pour mettre en évidence ce fait. Il y a bien entendu, les États sont toujours présents, mais les villes ont une relation, un positionnement autre vis-à-vis des États. Je suis sûre qu'en fin de compte, c'est ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques, pour obtenir la candidature, pour que Paris et la France obtiennent la candidature pour les Jeux Olympiques.
Il y a eu un tandem avec la ville, l'État et la ville. Alors, on développera peut-être un petit peu plus tard. J'aimerais rebondir, Cynthia Gargobin, sur ce que vous venez d'évoquer. Ce sont ces réseaux de villes, le C40, Eurocities, cités gouvernements locaux unis, etc. On connaît le G20, on connaît le G8. Finalement, pourquoi ces grands réseaux de villes sont moins connus? Est-ce que justement, on entre là dans une sorte de rivalité peut-être entre ville et État, et ça permettra ensuite de peut-être aborder cette notion de gouvernance et est-ce que les villes sont amenées à gouverner le monde ou pas, Cynthia Gargobin? Alors, je ne peux pas dire qu'elles sont vraiment en rivalité avec... les villes sont en rivalité avec les États. Chacun a son rôle, pratiquement, ses compétences. Mais ce qui... Alors, bien entendu, on peut difficilement comparer pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que les choses évoluent très vite, mais on peut difficilement comparer le G20 avec C40. Mais en fin de compte, tout est en train d'évoluer et il se peut qu'à moyen terme, on puisse parler de ces réseaux de villes comme un levier extrêmement important sur la scène internationale. Mais déjà, par rapport à ce qu'on connaissait il y a une vingtaine d'années à peine, en fin de compte, les villes occupent une place prépondérante, diraient certains. Encore une fois, par rapport à la place qu'elles avaient il y a une vingtaine d'années. Alors, le phénomène d'urbanisation, on a quitté la campagne. Il y a eu beaucoup d'espoir qui a été placé sur le phénomène urbain concernant les inégalités et la pauvreté. Le constat aujourd'hui, il est tout de même qu'il y a une concentration de pauvreté dans les villes qui est assez forte. Est-ce qu'on peut dire, Cynthia Gargobin, que la ville accroît les inégalités? Et finalement, est-ce que l'urbanisation n'engendre pas un monde plus divisé aujourd'hui qu'hier? Alors, je ne privilégie pas cette thèse. Il y a certes des inégalités sociales extrêmement importantes dans les villes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en fin de compte, ces inégalités sociales existent déjà à l'échelle nationale, à l'échelle d'un État. Alors, par contre, ce qui se passe, c'est que les villes mettent en scène, en fin de compte, des inégalités sociales, ce qu'on ne retrouve pas à l'échelle nationale. Et ça, c'est intéressant. Si elles mettent en scène les égalités sociales, ça veut dire que les médias en parlent, c'est-à-dire que l'opinion publique et la société civile peuvent s'organiser. Bien entendu, il y a les leaders, les acteurs publics qui peuvent mener des politiques publiques allant dans ce sens-là. Mais c'est cette notion de mise en scène, de visibilité, c'est peut-être pas la mise en scène, mais la visibilité des inégalités sociales est un facteur très important pour que l'opinion publique en prenne conscience. Et c'est vrai, quand on parle des villes dans le Sud, on parle je pense à l'ouvrage de Mike Davis, A Planet of Slum, qui disait que tout compte fait, aujourd'hui, les grandes villes dans le monde, il pensait bien entendu notamment pour les pays en voie de développement, ces grandes villes ont pas mal dans certains cas, 30%, ou on peut même aller jusqu'à 50% de la population vivant dans des bidonvilles. Donc c'est un véritable enjeu au niveau mondial, au niveau national, mais au niveau de la ville aussi. Mais des actions sont en train d'être menées aujourd'hui par des fondations, par l'aide au développement que mènent les États. Et on est en train de prendre conscience de ce phénomène. Le discours en faveur de l'émancipation des villes, vous l'évoquiez précédemment, il est assez récent. Il est apparu lors de la conférence de l'ONU qui s'appelle Habitat 2. Habitat 3 s'est tenu il y a un peu plus d'un an. Je parle sous votre contrôle, là aussi. Est-ce qu'on peut imaginer les métropoles vouloir se substituer aux États-nations? En tout cas, ce qu'on sent, c'est une volonté de mettre l'accent sur les villes et leur rôle important
au sein même des États. Alors après ça, la difficulté, ça nous permettra peut-être ensuite de parler de Paris et de la relation avec la France dans la candidature pour les Jeux Olympiques de 2024. Mais voilà, il y a l'ONU aussi qui se mobilise sur cette notion-là. Oui, alors vous avez raison de signaler que tout compte fait, les Nations Unies ont joué un rôle d'impulsion et ont facilité, je dirais, l'accès des villes sur la scène internationale. Effectivement, Habitat II est un tournant, 1996 à Istanbul. C'était la première fois qu'à côté des États se retrouvaient aussi des responsables locaux. Et ça, c'était vraiment une révolution, je dirais, parce qu'on n'avait jamais vu cela. Et depuis, toutes les fois qu'il y a des conférences internationales, on retrouve aussi des responsables de grandes villes. Et je pense notamment à la COP 21 en 2015 qui s'est déroulée à Paris. Enfin, je dis Paris, mais il y avait aussi... qui s'est déroulée à Paris en 2015. Des représentants des maires étaient venus et avaient participé à cette réunion de COP 21. Et on se souvient aussi qu'au niveau des médias, en 2009, lorsque la grande réunion internationale sur l'environnement s'est déroulée à Copenhague, et il y avait eu pratiquement, à ce moment-là, c'était une réunion qui n'a pas abouti. C'est un échec, en fin de compte, la conférence pour l'environnement à Copenhague. Et les élus locaux ont continué à se mobiliser, justement, parce qu'ils ont vu l'inaction des États. Et c'était l'époque où les États-Unis avaient renoncé à tout accord international. Et la Chine avait dit, bien entendu, si les États-Unis renoncent, nous aussi, nous renonçons. Alors, à ce moment-là, les maires, les responsables locaux ont dit qu'en fin de compte, se sont dit, nous avons une plus grande responsabilité qu'auparavant parce que les États se retrouvent dans un cadre de rivalité, de compétition, alors que nous sommes plus proches des habitants, des citoyens, et nous savons ce que signifie le changement climatique. Et ça, c'était vraiment intéressant. Donc, vous voyez, il y a cette mobilisation accrue des maires, des responsables locaux, toutes les fois qu'il y a cette grande réunion internationale où figurent les États. Alors, je ne peux pas dire qu'en fin de compte, il y a une rivalité entre les villes et les États, mais les villes s'organisent pour faire pression sur les États pour, en fin de compte, notamment sur cette question de changement climatique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment les villes jouent ce rôle de lobbying auprès des États ou dans le cadre de leur réseau et donc s'insinuent dans les relations internationales. Donc on commence à parler de la diplomatie des villes dans les relations internationales. Alors quel rôle peuvent-elles jouer ? Et là, par rapport à ça, je voulais simplement préciser qu'il y a une association justement qui est dirigée par l'UNESCO, dont l'UNESCO est le leader, le réseau des villes créatives. Et c'est un réseau qui a été créé en 2004 par l'UNESCO, qui regroupe des villes du nord et du sud. Généralement, ce sont des petites villes. Et il est dit qu'en fin de compte, la créativité est un levier du développement durable. Alors, c'est intéressant comment l'UNESCO, si vous voulez, aussi participe de ce jeu, de ce réseau de relations entre les villes. Et je pourrais donner d'autres exemples, mais on verra peut-être plus tard. Finalement, tous les liens sont bons. C'est cela aussi que j'entends à travers ce que vous venez de dire, Cynthia Goragobin. Oui, c'est-à-dire que les villes ne sont pas isolées sur la scène internationale. Et là, je vais donner quand même l'exemple du Global Cities Initiative. C'est un réseau de villes aux États-Unis. Alors, qui est intéressant, c'est un réseau de villes qui est organisé par un centre de recherche, le Brookings Institution, et par une banque, JP Morgan Chase. Et ce réseau comprend 32 villes et métropoles aux États-Unis, mais elle encadre, en fin de compte, leurs échanges avec des villes dans les pays asiatiques ou encore en Amérique latine. Alors, je signale ça parce que la presse nous parle, par exemple, des relations que la ville de Phoenix, dans l'Arizona, a créées avec des villes au Mexique. Alors maintenant, ce réseau de villes est très intéressant parce que ce réseau de villes est en train de dire maintenant l'État fédéral se propose de modifier l'accord
entre le libre-échange entre le Canada et pratiquement le Mexique. Et ces villes commencent à dire à l'État fédéral, mais nous aussi, nous avons notre mot à dire dans cette histoire, parce qu'en fin de compte, nous avons des relations avec d'autres villes qui sont notamment au Mexique, et nous devons défendre nos propres intérêts. Vous voyez, par rapport à ce que d'une initiative de l'État fédéral qui voudrait qu'en fin de compte, que le libre-échange n'existe plus entre ces trois pays. Alors, vous voyez, il y a quand même des initiatives ici et là qu'il faut reprendre pour avoir une idée de ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et ce que vous dites là sur l'ALENA, le grand marché nord-américain, est vrai aussi sur les questions liées au climat, puisqu'on a vu Donald Trump sortir les États-Unis de l'accord de Paris et des villes, notamment californiennes, se mobiliser pour dire non, nous, il n'est pas question qu'on en sorte, il faut qu'on reste et on va, et on promet de se plier aux normes et aux décisions qui ont été prises à Paris. Ça, c'est intéressant également. Oui, je crois que ça, c'est très fort. Cet exemple est très fort. C'est-à-dire que, comme disait lors de la conférence, je pense, de C40, où les villes ont affirmé une fois de plus qu'elles n'allaient pas sortir de l'accord de Paris et qu'elles étaient en train de poursuivre leur programme. Et le maire d'Austin, au Texas, a dit « Nous sommes dans une guerre culturelle avec pratiquement, pour employer le terme guerre culturelle, avec pratiquement l'État fédéral sur cette question du changement climatique. » Donc, les villes, les élus locaux ont pleinement conscience qu'en fin de compte, nous sommes en plein changement climatique et qu'elles ont la responsabilité aussi pratiquement des habitants. Et elles s'opposent pratiquement au positionnement climato-sceptique de l'État fédéral. Donc, ça, c'est intéressant aussi de le noter. Et finalement, on va poursuivre encore plus loin votre raisonnement. Cette notion de responsabilité, de responsabilisation, finalement, est-ce qu'on ne voit pas les villes être presque plus responsables que les États? Et ça me permet d'en venir à ce professeur de sciences politiques à l'université de New York que vous connaissez bien, Benjamin Barber, qui est convaincu que les villes doivent gouverner le monde. Alors, est-ce que ce serait d'abord une révolution, c'est sûr? Est-ce que c'est réalisable ou pas? En tout cas, ce qu'on voit, c'est tout de même des relations entre les villes et les États qui, d'une certaine manière, se complexifient. Tout à fait. Vous avez employé le terme de complexification. C'est ce qu'on peut effectivement observer. Mais l'ouvrage de Benjamin Barber, de ce politiste qui est, je pense, décédé aujourd'hui, est très intéressant parce que If mayors rule the world, donc si les maires gouvernaient le monde, il met l'accent sur le fait que les maires sont plus responsables auprès de leurs habitants parce qu'ils sont beaucoup plus proches des habitants et qu'ils ont la volonté de répondre à la demande sociale des habitants. Alors que les États sont beaucoup plus éloignés et les États se retrouvent, il parlait bien entendu des États-Unis, se retrouvent dans des batailles idéologiques. Et qu'en fin de compte, c'était la notion de pragmatisme des villes qui a été mise en avant par Benjamin Barber. Et ça, c'est un point extrêmement, extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, les villes aujourd'hui s'inspirent un peu de ce qu'il a dit. Alors, nous parlons du changement climatique, mais sur la question aussi des réfugiés, les villes aussi ont tendance à vouloir aussi s'organiser sur cette question. Vous parliez, de villes créatives. Alors, sur un autre domaine que la culture, la question des inondations, on est toujours dans le changement climatique, mais fait aussi qu'on voit des villes être amenées à changer et modifier leur paysage géographique pour rendre leur terrain plus perméable. Enfin, voilà, là aussi, on est dans une certaine forme de créativité. En tout cas, c'est intéressant de voir, si on doit poursuivre sur la notion d'échange, que là aussi, les villes coopèrent et échangent sur ces questions-là. Oui, vous avez raison. En fait, dans le cadre de cette coopération entre les villes,
cette coopération entre les villes a pratiquement une incidence sur les projets d'aménagement urbain. Alors, on observe donc à New York, je prends New York parce qu'en fin de compte, il y a quelques années de cela, j'ai oublié l'année, désolée. En fin de 4 ans, oui. Oui, il y a eu pratiquement la grande tempête, je dirais, voilà, la grande tempête. Et en fait, depuis, la ville a mené un programme avec des agences d'urbanisme, un programme pour pratiquement en prévision de l'élévation du niveau marin, pour pratiquement consolider le sud de Manhattan. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on a jusqu'à présent bétonné les villes. Et là, il est question de rendre un peu la ville à la nature et de ne pas d'éviter de bétonner encore cet espace qui se trouve à proximité je dirais, de la mer ou de la Hudson ou de East River. On va parler un petit peu de Paris et des Jeux Olympiques de 2024. Ça vous permettra de souffler. Je m'adresse à vous, Sophie Laurent. Je rappelle que vous êtes directrice des relations internationales Paris 24 et Sébastien Moreau, responsable des relations institutionnelles de Paris 24. Évidemment, à travers tout ce qu'on a évoqué là, il y a quelques sujets qui me paraissent intéressants de développer avec vous. C'est la relation entre la mairie de Paris et l'État français dans ce projet qui a été donc abouti favorablement pour que les Jeux Olympiques se tiennent en 2024 à Paris. Cynthia Gobain parlait aussi de lobbying. Finalement, voilà, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on mène une bataille internationale? Qui faut-il convaincre? Quelles sont les stratégies? Sophie Laurent. Très bien. On va essayer d'être exhaustif en un petit peu de temps. Avant d'aller plus dans le détail, il faut essayer de comprendre un peu l'électorat. En fait, c'est le CIO, le Comité international olympique, qui décide des attributions, notamment d'attribuer à une ville ou à une autre. Comment ça se passe? C'est le Comité national olympique français, en tout cas le CNOSF pour nous, qui a fait cette application auprès du CIO. Le CIO reçoit ces différentes applications de différentes villes. Et pour nous, pour notre candidature, il y a eu 5 villes au départ. Boston, Hambourg, Rome, Budapest et Paris. Et qui s'intéresse à qui va faire ces fameuses décisions? C'est 95 membres du CIO. C'est-à-dire 95 personnalités, 95 personnes issues de 67 différents pays. Ce collège électoral est divisé en 4. En fait, il y a des représentations des fédérations internationales, des représentants des comités nationaux olympiques, des représentants des athlètes et des représentants de personnalités institutionnelles. Donc on est sur des groupes de personnes extrêmement diverses. Je peux donner un exemple. Par exemple, on a aussi bien le prince Albert de Monaco qu'une personne qui s'appelle Linia Nsekera qui vient du Burundi. On a des princes, on a des gens qui viennent de la société civile, il y a des athlètes qui n'ont jamais fait de politique, il y en a d'autres qui sont rompus à ces différents enjeux. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir 50% du collège votant. 50% plus une voix. Sachant que nos membres français, nous en avons 2, et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, nous en avons 3 maintenant, depuis Lima, la dernière session, Tony Estang et Guy Drut, sachant que les personnes qui ont une candidature ne votent pas. Donc il y avait un jeu subtil de savoir à peu près comment on fait. Et la campagne a des règles très précises. Donc il faut répondre à ces différentes règles. Elle est divisée en 2. Il y a une campagne nationale et une campagne internationale. Là, au niveau international, on a le droit de faire la promotion internationale. Donc il s'agit de mener subtilement aussi bien une campagne en France, et là Sébastien va pouvoir plus vous développer, qu'une campagne à l'international, c'est-à-dire s'adresser aux membres du CIO. Mais pour s'adresser aux membres du CIO, il faut comprendre un petit peu les différences culturelles. On ne s'adresse pas nécessairement de la même façon à un athlète qu'à un président de fédération nationale, qu'à un chef de l'État, comme par exemple l'émir du Qatar, qui est membre du CIO. Et toutes ces différences, il faut les comprendre, il faut essayer d'analyser qui ils sont, quelles sont leurs problématiques, quel est leur environnement, qui est proche de ces différentes personnes, quelles sont les grandes tendances. Voilà. Donc notre travail, c'était d'essayer de déterminer un peu toutes ces tendances-là dans un jeu aussi assez subtil, très encadré. En effet, on n'a pas le droit d'aller
d'aller dans un pays sans en avertir on a en fait un bureau éthique, donc sans avertir ce bureau éthique, on n'a pas le droit, bien entendu, de donner des valises, de donner des cadeaux particuliers. Enfin, à chaque fois qu'on a des déplacements, il faut prévenir ce fameux bureau. Et on avait en fait quatre occasions pour faire des présentations et qui sont en fait les 4 moments clés où la candidature pouvait s'exprimer directement auprès des membres du CIO et obtenir leur agrément ou leur adhésion. Donc ça, c'est en gros la campagne. Un élément très fort pour nous d'aller convaincre ces personnes-là, c'est qu'on avait un projet exceptionnel. C'est-à-dire Alors ça, Sébastien. Le projet exceptionnel. On avait un projet exceptionnel, mais parce qu'on ne l'a pas fait tout seul. Et c'était intéressant le premier échange que vous avez pu avoir, parce que je crois qu'on est vraiment au cœur du sujet. Ce qu'il faut avoir un petit peu en tête, et je voudrais partager quelques éléments avec vous. La première chose, c'est qu'au départ, tout le monde n'était pas convaincu de l'intérêt de candidater aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y avait un certain nombre la maire de Paris n'était pas très convaincue. Et il a fallu qu'on mène une étude en opportunité qui a réuni 12 groupes de travail avec plus de 100 participants, des urbanistes, des chercheurs, évidemment des sportifs, pour arriver à démontrer le caractère durable d'une candidature. Et ça, c'est peut-être le premier élément que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'il n'y a pas... Les Jeux, ce n'est pas un modèle unique. C'est à la fois un contenu. C'est 40 championnats du monde sur 17 jours de compétition olympique, 11 jours de compétition paralympique, 10 500 athlètes olympiques, 4 500 athlètes paralympiques, 41 championnats du monde organisés en même temps. Donc c'est l'événement sportif, festif, culturel le plus important de la planète et sans aucune mesure comparable, qui permet une exposition du pays de manière extrêmement forte, mais c'est aussi un contenant. On dit souvent, depuis 4 ans maintenant, les Jeux seront ce que nous voulons en faire. Et donc pour convaincre la puissance publique d'y aller, et d'y aller à fond, il a fallu démontrer qu'on pouvait faire des Jeux durables. Et donc c'est ça qui, me semble-t-il, est intéressant, et je m'arrêterai là, même si on pourrait rentrer vraiment dans le détail, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 4 ans, sur déplier le dossier de manière très transparente sur la table, puisqu'on a voulu prouver que... la dimension durable des Jeux était possible, il a fallu qu'on choisisse une méthode qui relève du développement durable. Et on sait très bien que la gouvernance fait partie à part entière de la définition du développement durable. Et donc on a mis en place une gouvernance parfaitement ouverte, qui suit d'ailleurs le modèle de la démocratie dite ouverte, pour ceux qui connaissent ce fameux schéma à trois grosses boules: transparence, participation des citoyens, collaboration avec des acteurs publics et privés. Et c'est ce qu'on a mis en œuvre depuis maintenant 4 ans, 2 ans pendant l'étude d'opportunité, et puis depuis 2 ans avec le monde associatif, avec le monde syndical, avec tous ceux qui voulaient échanger avec nous, parfois d'ailleurs de manière voulant contester le bienfait, puis qui nous ont enrichis. On a mis en place des groupes de travail avec le secteur associatif en matière de développement durable. On a fait un partenariat avec WWF France. On a travaillé en matière de économie sociale et solidaire, et on a fait un partenariat avec l'Unus Center. On a voulu construire un héritage économique social fort, et donc on a travaillé avec les 5 syndicats représentatifs de salariés qui nous soutiennent. Et Bernard Thibault, par exemple, participe au conseil d'administration, mais on a aussi travaillé avec le monde économique. On a travaillé avec des dizaines de collectivités territoriales à travers des centaines d'heures de réunions de travail pour faire en sorte qu'on puisse, dire au CIO, on va faire une très belle compétition, ça va être beau, ça va être festif, ça va être sympa, parce que ça, c'est important. Et puis aussi, on a travaillé avec l'ensemble des élus du territoire pour dire que ce projet-là, le moindre sou investi devait servir durablement le territoire. Et c'est là qu'on a travaillé avec des élus locaux, avec des techniciens locaux, et pour rendre les choses parfaitement compatibles avec les plans de développement du territoire, pas ceux liés au jeu, ceux préalablement établis. Ce qui d'ailleurs me permet d'indiquer que, de ce point de vue-là, si les Jeux de Paris respecteront d'ailleurs les accords de Paris, ce sera les premiers Jeux qui respecteront les accords de Paris, il y aura 55% de coût carbone en moins par rapport aux éditions précédentes, donc il y a un effort réel et sérieux qui est fait dans ce sens-là. On est très à l'aise pour en parler de ce dossier. Et donc on a mis en place une méthode de concertation nationale avec plus de 120 réunions publiques dans chaque région de France. On a touché tous les publics. On a mis en place une plateforme numérique dans laquelle chacun pouvait aller poster son commentaire sans modération a priori, parce qu'on voulait montrer qu'on était à l'aise avec ce dossier et qu'on allait le construire ensemble, ce qui n'a pas manqué d'être fait d'ailleurs, parce que entre la première version du dossier, quand on imaginait construire 4 500 logements à Saint-Denis, on a discuté avec les élus du territoire qui nous ont dit non, il faut faire un peu moins de logements, mais plus de bureaux d'activité, plus de services publics, pour faire un vrai quartier de ville et faire quelque chose qui est à l'image de ce qu'ils veulent faire du territoire. Donc voilà, un contenu, un contenant qu'on peut construire ensemble. Et puis, on parle de sport,
parle de développement du sport, mais on peut parler d'éducation, de santé publique, de développement durable. Il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises, de développement économique, de tourisme, qui peuvent être prises dans le cadre des Jeux, mais qui seront prises pas par le comité d'organisation, qui seront prises par les acteurs de ces secteurs, parce qu'ils en ont vu l'intérêt. Alors, il y a pas mal d'inquiétudes autour de ces Jeux Olympiques 2024 à Paris. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est une opportunité ou une malédiction économique pour Paris? Alors, bien sûr, vous allez nous dire que non, que tout sera formidable et que, voilà, que l'argent va rentrer et qu'il ne va pas se passer ce qui s'est passé pour Londres ou d'autres villes qui ont dû éponger des déficits assez importants, sans parler de Rio d'ailleurs. Ça, c'est une inquiétude. La deuxième inquiétude, c'est les habitants eux-mêmes. C'est un petit peu comme le tourisme de masse à Barcelone, à Venise, à Dubrovnik, où finalement les habitants de ces villes se sentent un peu, peut-être pas, voilà, une sorte de déficit de compréhension et des inquiétudes autour du bien-être. Finalement, ce sont eux qui vont le plus pâtir. Alors voilà, il y a des intérêts bien compris pour certains pour ces Jeux Olympiques, et puis les Parisiens ont la crainte voilà, que ça ne se passe pas forcément pour eux aussi bien que c'est présenté. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux éléments, à la fois économiques et sur le bien-être des Parisiens? Alors évidemment, sur la question financière, c'est une inquiétude, et à raison, parce qu'effectivement, il y a eu des expériences passées, pas toutes. Sydney, c'était une très belle réussite. Je le sens, joué 184, il n'y avait pas eu de difficulté. Et puis, il y a eu des exemples plus compliqués. On pense souvent à Athènes. Mais après, il faut bien percevoir que ce sont deux modèles très différents. Par exemple, Poutine, quand il fait les jeux à Sochi, en fait, il crée une nouvelle ville. Il n'est pas du tout sur des investissements comparables aux nôtres. Il crée un système d'égout, il crée un aéroport, il crée des centrales nucléaires, il crée un parc d'hôtels de 40 000 parce qu'il veut que les touristes riches russes n'aillent plus en Italie et en France, mais restent au pays. Il fait de la géopolitique dans le Caucase. Il y a un choix de politique publique d'aménagement. Alors je dis régulièrement, on peut contester son choix d'aménagement. J'ai peur que ça le touche que moyennement, mais on peut avoir un débat avec eux sur est-ce que c'était pertinent pour l'aménagement de la Russie de faire de tels investissements, mais ce n'est pas ça le coût des Jeux. Nous, on n'a pas besoin de construire 40 000 chambres d'hôtel, on n'a pas besoin de construire un stade olympique, on n'a pas besoin de construire une centrale nucléaire, et a priori, le système d'égout, on ne va pas y toucher. Et donc, c'est pour ça qu'on est assez à l'aise. Et donc, de ce point de vue-là, si on veut comprendre le sujet, et moi, j'ai fait des dizaines de réunions publiques dans toute la France, où on explique ces données financières-là, parce que souvent, on parle d'un budget global, 6,8 milliards d'euros. Mais quand on en parle de manière globale, sans comprendre qui finance et pourquoi faire, finalement, on ne comprend rien, parce qu'on mélange des pommes et des choux. Donc en fait, il y a bien deux budgets des Jeux, il n'y a pas un seul budget des Jeux, et les fusionner rend les choses complètement incompréhensibles. Il y a un budget d'organisation de la compétition. Comment je nourris mes athlètes, je paye les arbitres, j'organise la compétition sportive, je mets des lignes de bus pour faire se balader la famille olympique dans toute l'Île-de-France, je sers 50 000 repas par jour, j'organise des équipements temporaires, parce que tous les équipements qui vont être nécessaires aux Jeux, on les construit pas en dur. On construit un seul équipement sportif en dur. Le reste, c'est des équipements temporaires qui sont payés par l'organisation des Jeux. Et là, c'est assez simple. Sur ces 3,8 milliards d'euros, il y a à peine 1% d'argent public. C'est 99% qui sont issus soit de l'argent directement du CIO, soit de droits que confie au comité français d'organisation. Ce n'est pas exactement le même modèle que l'UEFA qui vient construire une société anonyme, fait sa compétition et se barre si possible avec le bénéfice. Là, c'est un comité français d'organisation qui va se construire à horizon début 2018 et qui va réunir l'État français, la région, la ville de Paris et le mouvement sportif français qui va conduire en lien et en interaction permanente avec le CIO la mise en œuvre de l'événement sportif. Ça, c'est 3,8 milliards d'euros. Déjà, on sait que c'est de l'argent privé. Et en gagnant les Jeux, le CIO nous fait un chèque d'1,4 milliard d'euros. Le reste, il nous permet d'utiliser son image pour des programmes de sponsoring, pour dire les choses très clairement, et de gérer ces 13 millions de billets, qui seront des ressources importantes, qui vont être mises en vente sur le territoire. Ça, c'est vraiment le fonctionnement et l'organisation. Et puis, il y a un budget d'investissement, d'infrastructures, qui sont utilisés pendant les Jeux, mais qui doivent servir durablement le territoire après les Jeux. Là, on l'estime à ce budget à 3 milliards d'euros, sachant qu'on a intégré dans les deux budgets 10% de marge pour aléa, pour se prémunir d'éventuels glissements, parce que sur des gros projets, il y a toujours des glissements potentiels. Mais encore une fois, on n'est pas très inquiet là-dessus, parce que contrairement à Londres, donc, que vous citiez comme exemple, où ils ont construit des stades, ils ont construit une ligne de métro supplémentaire, ça s'intégrait au coût global. Nous, on a des objets beaucoup plus simples à construire. On a un centre aquatique en Seine-Saint-Denis où un enfant sur deux ne sait pas nager au collège. Il y a un manque cruel de lignes d'eau. Et puis, on va construire en gros des logements dans le village olympique et le village des médias, environ 4 000 à 4 500, mixtes, publics et privés, autour des gares du Nouveau Grand Paris, dont le financement a été décidé préalablement à la candidature. Et donc,
on est sur des investissements, des volumes d'investissement beaucoup plus limités que dans d'autres cas, y compris le cas de Londres. Donc des glissements, ça peut toujours arriver, ce serait idiot de nier que ça peut jamais arriver. Mais quand on est sur des objets simples, construire un grand stade, quand on a un glissement, ça peut glisser très très fort. Construire du logement, globalement, la puissance publique et les promoteurs privés savent faire. Et donc, c'est 3 milliards d'euros d'investissement, c'est 1,5 milliard d'euros par la puissance publique et 1,5 milliard d'euros par des promoteurs privés qui viennent d'ailleurs équilibrer les opérations et faire des quartiers mixtes pour pas éventuellement reproduire quelques petites erreurs qu'on a pu faire par le passé dans les années 60-70 où on fait que du logement social à un endroit. Par exemple, à Seine-Saint-Denis, ce sera un mix logement étudiant, logement social, accès à la propriété et logement purement privé, avec d'ores et déjà prévu dans le projet des équipements de proximité, des services publics et des bas d'immeubles pour que ce soit un vrai quartier de ville. Donc c'est pour ça qu'on est assez à l'aise de dire d'abord ne parlons pas de 6,8 milliards d'euros, ou alors disons d'où ça vient, d'où vient cet argent, et cet argent vient très majoritairement du privé et non pas du public. Et d'ailleurs, pour reprendre les exemples, quelque chose qui peut être peut-être pour vous aussi rassurant, moi je vous invite à aller regarder l'agenda 2020 du CIO. Parce que le CIO, il voit bien que son modèle, il est contesté. Et qu'il a été contesté. Sophie disait tout à l'heure qu'on avait eu 5 ou 6 candidatures au début, qu'on s'est retrouvé plus qu'à 2 avec Los Angeles. Précisément parce qu'il y a une inquiétude, légitime d'ailleurs, c'est raison de se poser toutes ces questions, de se dire c'est quoi le retour sur investissement, etc. Et ben le modèle, le CIO, il s'en rend compte. Et il questionne son modèle. Et donc il a dit maintenant, il faut que je montre que je dois être acceptable socialement et acceptable écologiquement. Et donc maintenant, quand on fait une infrastructure, par exemple le centre aquatique, il demande à ce que l'on prouve que c'est utile au territoire et que c'est viable financièrement. De la même manière, par exemple, si on prend l'exemple des Jeux de Tokyo, alors les Japonais, ils n'ont pas de problème de finances publiques. Ils ont fait le plus gros programme de sponsoring dans l'histoire des Jeux. Ils voulaient faire un stade à 1 milliard d'euros. Et bien là, c'est le CEO qui leur a dit, vous êtes fous. On va encore dire que c'est moi qui fait dépenser de l'argent aux gens. Donc ils les ont stoppés. Et donc on est vraiment dans une logique qui est un petit peu différente pour de bonnes raisons, de principe, des valeurs, et aussi pour des questions de réputation, pour être les choses. Et donc nous, on profite de cet élan en ayant ce souci de respecter l'ensemble des principes de base de développement, et même d'aller vraiment plus loin, parce qu'on a travaillé dans tous les domaines. Et puis dernière chose sur les touristes. Oui, et les Parisiens. Et les Parisiens, mais pas que les Parisiens, il y a aussi les Séquano-Donisiens, puisque la majorité des infrastructures qui sont construites seront en Seine-Saint-Denis, ce qui en termes de rétablissement d'équilibre sur le territoire francilien est pas neutre. Vous les appelez comment, pardon ? Séquano-Donisiens. Oui, j'ai appris ça. J'y passe beaucoup de temps encore ce matin. Et en fait, c'est simple. On essaie de calculer les retombées économiques des Jeux en prenant en compte, et on a travaillé par exemple avec Vladimir Andreev, qui est un géosceptique, donc on n'a pas travaillé avec des foufous qui allaient nous faire des coefficients multiplicateurs pour 1 euro investi, X retombées économiques. On a essayé d'être raisonnable et sérieux pour être crédible. Et je pense que c'est aujourd'hui pour ça qu'on est crédible, c'est parce qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Et on a considéré tout ce qu'on appelle en termes d'effet d'éviction. Et donc on sait par exemple qu'à Paris, parce qu'on sera sensiblement sur un modèle similaire à Londres, les spectateurs des Jeux vont évincer des touristes classiques qui vont se dire mais moi je ne veux pas aller là-bas à Paris avec mon amoureuse alors qu'il y a des sportifs partout, j'aime pas ça. Donc en fait, pendant les Jeux, il n'y aura pas plus de touristes, ça va être le mois d'août classique d'une certaine manière, avec certes quelques espaces de festivités sur le Champ de Mars, etc. Mais comme il y a beaucoup moins de voitures, il y aura des nuisances pour ceux qui n'aiment pas du tout le sport, ça c'est sûr, ils vont en voir partout, donc ils vont être un peu tristes, mais il va y avoir aussi énormément de choses positives. Si on prend l'exemple de Londres, ils avaient fait le plus grand festival culturel jamais organisé dans l'histoire de la Grande-Bretagne, 21 millions de personnes présentes pendant 3 semaines sur ce festival. Il ne tient qu'à nous de faire un très beau festival culturel à la française, et là, encore une fois, ce ne sera pas ni Sophie ni moi qui allons définir la programmation, c'est des gens qui se voient d'ailleurs, avec qui on a déjà fait des réunions, mais qui se revoient dans quelques semaines en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire tous les acteurs de la culture de l'Île-de-France qui vont se dire quel lien je peux faire entre sport et jeu, est-ce que grâce au lien entre sport et jeu, je ne peux pas faire entrer des nouveaux publics dans mes espaces culturels. Donc, chacun va se saisir des choses. Mais objectivement, les Parisiens qui ont peur de ça, il y a quelques inquiétudes, mais quand on évoque ça très simplement, en fait, ils sont vite assez convaincus. Et puis, dans le pire des cas, ils seront en vacances. On peut rappeler que c'est au mois d'août, c'est ça ? Je les pensais au mois de juillet, ces oui, Jeux. C'est 17 jours de compétition olympique au mois d'août, 11 jours de compétition paralympique au mois de septembre. Voilà. Ah, donc ça va empiéter sur septembre, mais voilà.
Oh, bah, ça va même commencer avant, hein, parce que on pourrait parler de plein de choses, mais l'Olympiade culturelle, c'est un truc extrêmement classique depuis que d'ailleurs Paris a eu les Jeux en 1924. Et c'est à Londres, par exemple, ils ont organisé 167 000 événements culturels dans les 4 ans qui ont précédé les Jeux. Donc c'est beaucoup plus que 15 jours de compétition, c'est 7 ans de mobilisation, si on le souhaite, hein, parce que tous les pays ne le font pas de la même manière. Et les exigences, par exemple, de Sochi en matière de développement durable, ou la question de savoir la promotion de la développement de la pratique sportive au quotidien, chez les enfants, chez les personnes âgées pour des raisons de santé publique, c'est une préoccupation qu'on espère, on va avoir et porter collectivement. Mais là, ça dépendra des acteurs de la santé, des acteurs de l'éducation nationale, des communes, des collectivités, de se mobiliser en se disant on a un événement magnifique qui va faire venir 20 000 journalistes. On parlait de la COP21, c'était 3 500 journalistes, pour mesurer un peu la différence de l'ampleur de l'événement. 20 000 journalistes accrédités, 5 000 journalistes non accrédités. On a l'occasion de promouvoir notre territoire, de promouvoir nos bonnes pratiques, et il faut s'en saisir. Ou pas. Mais là, justement, pour poursuivre sur ce registre de la promotion, qu'est-ce qu'une ville comme Paris peut avoir à tirer comme avantage de l'organisation des Jeux Olympiques, en l'occurrence en 2024 ? Sophie Laurent. Alors, je ne suis pas responsable de la ville de Paris en particulier, mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle a activement participé à la campagne, tout d'un coup, parce que de toute façon, elle a un rôle très, très spécifique. C'est elle qui signe le contrat d'hôte. Il y a 2 signataires du contrat d'hôte, le Comité national olympique et la ville de Paris. Donc, de facto, elle va faire des jeux, elle a intérêt de faire des jeux exceptionnels pour la ville, pour ses citoyens. Et quand on parle des Jeux olympiques, on parle du projet, mais ce projet, au-delà du projet technique, des célébrations, il y a tout un projet héritage. Et c'est cet héritage-là sur lequel les villes ont intérêt de travailler avec un projet qui peut être aussi pour ses concitoyens, ça peut être aussi un projet d'infrastructure technique, d'infrastructure du sport dans la ville, en profiter du fait des JO pour vraiment offrir à la population citoyenne, notamment les Parisiens, un cadre de vie différent en intégrant différentes problématiques. Tout à l'heure, vous parliez des réfugiés. Eh bien, cette problématique-là, dans le cadre, en tout cas nous, de la campagne, nous l'avons utilisée parce que, en tout cas, la maire de Paris est très sensible sur ce sujet-là et souhaite en faire un véritable, que derrière, on fasse des choses. Et parmi les choses que nous avons faites, on a lié avec les équipes de la maire de Paris un travail avec les fédérations internationales de taekwondo pour que les réfugiés puissent aussi faire du sport et participer aussi avec des citoyens parisiens pour qu'il y ait ce melting pot et pour qu'il y ait cette intégration qui soit favorisée à travers le sport. On pourrait aussi parler de développement économique. Hein. Quand on va accueillir les Jeux, on va avoir tous les donneurs d'ordre en matière de sport de la planète qui vont débarquer à Paris pendant 3 semaines. Le marché du sport dans le monde, c'est 800 milliards de dollars. C'est en croissance de 7% par an. Et je trouve que l'État, la ville de Paris, la région soutiennent des jeunes entreprises innovantes en matière de textile, en matière d'infrastructure, en matière de sécurité, et que c'est l'occasion d'organiser, c'est ce qu'ont fait les Londoniens très bien, ils ont organisé 5000 rencontres de business avec des business leaders qui permettent d'obtenir des marchés derrière. Donc on peut essayer, nous, de le faire au moins aussi bien qu'eux, et c'est tout l'intérêt qu'on a de travailler, avec la diplomatie économique, ce qu'a fait déjà beaucoup Sophie, mais aussi de travailler avec le MEDEF, U2P et CPE, en se disant, mobilisez-vous, parce que nous, on va monter l'événement sportif, on vous prêtera une salle si vous voulez vous réunir, mais ce n'est pas nous qui allons organiser, parce que c'est vous qui faites votre business et votre plan de développement économique. Donc ça fait partie des exemples de choses qui peuvent être faites si le pays est mobilisé, et ce qu'il commence à faire et à comprendre, puisque par exemple les organisations patronales ont décidé de faire une plateforme d'organisation commune justement pour partager ces idées, de la même manière que nous on va tout faire pour que l'ensemble des marchés de prestations de services qui seront développés dans le cadre des Jeux puissent bénéficier à des réseaux de PME et de TPE, mais encore faut-il simplement le prévoir, anticiper, parce que quand on va commander 17 000 lits en 2020, 15 000 extincteurs, soit le tissu économique est prêt à répondre à des offres d'un tel volume, soit il s'est mis en branle trop tard, et il faudra bien les construire quand même. Donc nous, notre envie, notre enjeu, c'est de faire en sorte que le tissu économique soit informé de la nature des marchés de prestations, de services, de fournitures qui vont être lancés sans des volumes, sans commune mesure avec ce qui peut exister quotidiennement, et permettre à des regroupements d'entreprises d'y répondre, mais encore faut-il qu'elles se soient accordées sur les modes de production, le niveau de certification, etc. etc. Ça, c'est un travail qui sera fait par le monde économique s'il s'en saisit.
Donc un travail en amont qui est, somme toute, très important pour éviter que ces marchés ne leur échappent. Cynthia Gobin, qu'est-ce que vous inspire ce qui s'est dit sur Paris, ville olympique 2024 ? Ah, écoutez, moi je sens d'abord beaucoup d'enthousiasme. Et ça, c'est super. Je crois que c'est quand même très important. Mais je crois qu'en fin de compte, vous avez réussi à nous montrer la complexité de ce montage du dossier. Et en fin de compte, il y a d'une part, comme vous disiez, l'organisation des Jeux en tant que telle, mais il y a aussi toute cette pensée sur les retombées possibles sur le territoire. Et ça, cette notion de territoire, je crois que c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire, d'accord, on organise un événement international, je dirais, et donc Paris sera le centre de tous les regards à ce moment-là, pendant ces 15 jours, mais aussi, on va avoir aussi des retombées au niveau de la population. Et je crois que ça, cette dimension est quand même très importante, et je crois qu'il faut le souligner. Il faut peut-être que les médias en parlent un peu plus. Je ne dis pas que les médias n'en parlent pas, non, attention. Mais en fin de compte, ce volet est extrêmement important. Puis après aussi, il y aura le volet de la participation. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme de participation qu'il faudra utiliser, mais de l'implication des habitants dans l'organisation des Jeux à un moment donné. Ça peut être très intéressant. Parce que si vous dites que c'est un événement festif, là, on est tout à fait d'accord, mais un événement festif pour l'ensemble de la population, enfin pour du moins les territoires sur lesquels se dérouleront les Jeux. Voilà ce que m'inspire, en fin de compte, ce qui vient d'être dit sur les Jeux olympiques à Paris. Sophie Laurent, autre chose sur la stratégie et le travail en amont de cette acceptation du dossier de Paris ? Alors, cette campagne-là est une campagne très particulière parce qu'on a commencé à 5, puis ensuite Boston très rapidement est sorti de la compétition parce que justement, elle n'avait pas fait le travail avec la population. Donc, il y a eu un groupe d'opposition très fort qui s'appelle Nolympics qui a évincé complètement la ville de Boston, qui a dû se retirer de la course. La ville de Los Angeles a repris la place de Boston, mais avec beaucoup de retard, et donc a eu moins de temps que nous de peaufiner le projet. Et au long de la campagne, petit à petit, d'autres villes sont parties. Hambourg est parti pour des questions de référendum aussi et de lien avec la population. Puis après, ça a été Rome. La maire de Rome a refusé de participer au projet. Ensuite, on a eu Budapest. Budapest, où on pensait que ce projet serait mené jusqu'à la fin, mais en fait, la population était contre. Autant le maire de Budapest était pour, autant la population de Budapest était contre, et là aussi s'est retiré. Bref, on s'est travaillé assez rapidement avec uniquement 2 villes, Paris et Los Angeles. Et toutes les villes qui ont dû abandonner ont essentiellement abandonné pour une question de lien qu'il y a eu entre le projet et puis la population. Donc ça, c'est quelque chose d'important, où effectivement, le travail qui a été fait conjointement avec la ville de Paris et ce qu'on a fait aussi sur tout le territoire, grâce au travail de Sébastien Moreau, eh bien, ça a permis d'assainir cette relation, d'en démystifier les problématiques et surtout d'en faire que ce soit beaucoup plus fort. On s'est retrouvé à 2 candidats, donc Paris et Los Angeles, et là, coup de théâtre, quelque part, on n'était plus du tout sur une course à 2. Dernièrement, en fait, il y a eu un accord entre... Alors justement, moi, il me pose question, cet accord. Je ne dois pas être la seule ici dans la salle. C'est quoi? C'est une entente entre bons amis? C'est vous me donnez les jeux et puis je veux... Enfin voilà. Quel regard doit-on porter sur cet accord? En fait, il faut comprendre d'où vient cet accord. Le CIO a perdu énormément de villes et depuis, en fait, traditionnellement, il y a de moins en moins de villes qui postulent et de plus en plus de villes qui partent. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, avec des dépassements et des mauvaises explications. Enfin bref. On se précipite moins aujourd'hui pour organiser des Jeux Olympiques. Absolument, absolument. Et tout d'un coup, il se retrouve avec 2 villes formidables, Los Angeles et Paris, toutes 2 très intéressées par 24 et essentiellement sur 24. Donc la réflexion de Thomas Barr, qui a été extrêmement visionnaire, Thomas Barr étant le président du CIO, était de dire est-ce qu'il n'y aurait pas une des villes qui pourrait éventuellement se positionner sur 28 ? Et dans ce cas-là, on a réussi un doublé formidable où on a 2 villes exceptionnelles sur 24 et sur 28 et ça permet d'assurer une longévité du projet olympique. La question était ensuite de qui va se positionner sur 24, qui va se positionner sur 28. Nous, depuis le départ, il était hors de question de se positionner sur 28.
On a été mandaté pour un 24. On a eu le travail qu'on a fait auprès de la population. Il y avait l'échec de 2012 aussi. C'était sur 24. Voilà. Bien sûr, l'échec de 2012. L'échec de 2012, qui est en fait qui était l'une des résultantes, effectivement, mais il y a eu plusieurs échecs avant. Et avant de s'embarquer dans l'histoire de 24, il y a eu vraiment une connaissance de tous ces échecs et pourquoi on les a eus. Et on a fait tout un travail pour essayer de se dire, bon, bah, cette fois-ci, il faut changer de braquet, il faut changer de voir, il faut changer de façon de faire de lobbying. Et on a essayé d'adapter tout ça. Mais mes résultats, on se retrouve sur 24-28. Et qu'est-ce que nous, on a pu faire au niveau lobbying pour que on torde le bras un petit peu quand même, pour que Los Angeles se reporte sur un 28 et nous un 24. Pourquoi ? En fait, l'accord avec le CIO était assez clair. La ville qui se positionne sur 24 abandonne de facto la course de 24. La ville qui se positionne sur 28 abandonne de facto la course sur 24. Donc nous, hors de question d'aller sur 28. Il fallait trouver un moyen. Et en fait, le moyen est venu d'une façon assez claire. C'est que le président de Barr disait, Los Angeles, ou vous signez pour 28 et vous aurez 28. Si vous ne signez pas, vous partez sur 24. Mais là, je dois vous dire que Paris a un meilleur projet. Et quand on interrogeait les membres du CIO, ils allaient voter Paris. Donc ils allaient tout perdre. Et c'est ce dernier argument qui fait que notre projet, la façon dont on l'a mené, la concertation avec les citoyens, avec l'héritage qu'on veut laisser, avec les retombées, le fait était que Los Angeles allait perdre et se positionner sur 28. Voilà les... Et après 28, on ne sait pas, mais on a le temps de voir peut-être d'ici là 10 années pour arriver à cette échéance. Qu'est-ce qu'on peut dire de la relation entre la ville de Paris et l'État français, justement, dans ce soutien de la candidature de Paris ? Comment ça se passe déjà ? Alors, j'en parlais moins au niveau du lobbying. On a eu une chance exceptionnelle, c'est qu'on a tous très très bien travaillé ensemble. On a eu un travail, en tout cas au niveau international, une volonté commune, un objectif commun, gagné. Et donc on a mis tous les leviers. Donc on a eu, l'État a mis à notre disposition nos ambassades, on a travaillé aussi bien avec la diplomatie, les différents postes diplomatiques, on a travaillé avec les différents ministères, on a travaillé avec la mairie de Paris, enfin on a eu un travail au niveau international et c'est aussi ce qui a fait les différences avec les autres villes et notamment avec Los Angeles. Pour la participation, je dois vous avouer que d'avoir le président actuel, Macron, par rapport à Trump, nous a énormément aidé quand même. Et une maire de Paris, ou mairesse de Paris, qui soit présidente du C40, a été aussi un enjeu exceptionnel. Et elle a aussi, dans son cadre de sa diplomatie, mobilisé le réseau des villes, le réseau de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. Et on a obtenu, comme ça, 50 soutiens très importants au niveau international, ce qui fait que tout d'un coup, le CIO a en face un projet très intéressant de Los Angeles, mais un projet, on va dire, avec une dimension politique internationale très très important, avec le soutien de ces différents politiques. Donc ça, c'est partie internationale. Sébastien, si tu veux répondre sur l'autre. Non, juste pour dire que les choses se sont passées de manière terriblement simple, en fait, pour observer le paysage politique depuis maintenant 20 ou 30 ans. Il y a eu comme, d'une part, le fait que le mouvement sportif soit en tête, fait que Tony Estanguet n'est pas en concurrence ni avec la maire de Paris, ni avec la présidente de région, ni avec Emmanuel Macron. Donc le fait qu'il soit devant fait que c'est plus facile pour les politiques de se placer derrière. Et je crois par ailleurs qu'ils ont pris un très grand plaisir à pouvoir montrer et démontrer qu'ils sont en capacité de parfois de dépasser des clivages partisans qui ne sont pas forcément très structurants sur le dossier des Jeux. Et je pourrais dire exactement la même chose avec le paysage syndical quand, en mars dernier, on arrive à réunir Jean-Claude Mailly, Philippe Martinez, Laurent Berger, plus les deux autres syndicats représentatifs dans la même pièce autour de la maire de Paris et de Tony Estanguet pour signer une charte sociale qui porte les grands principes et points d'attention qu'on veut soutenir et porter pendant les Jeux. Eux aussi, je crois, ils étaient ravis de pouvoir faire un acte positif unitaire parce qu'ils n'avaient pas fait de tels actes depuis plus de 2012.
Donc ça s'est fait quand même relativement naturellement, dans une très bonne humeur, et on a pu voir, et quand on voit aujourd'hui Patrick Brauzek travailler main dans la main avec Stéphane Troussel et Vincent Capo-Canelas, ils sont tous de trois cultures politiques, ils ont passé quand même beaucoup de temps, je ne suis pas filmé, c'est bon, je peux le dire, mais passé beaucoup de temps à se casser la figure dans les années précédentes. Bah maintenant ils bossent ensemble, ils font des actions ensemble, ils mutualisent les moyens pour réduire les coûts individuels de chacune des actions, donc ça marche bien, mais ça demandait effectivement des heures de discussion, d'échange, pour faire un projet justement qui soit le plus respectueux de la vision que vous pouvez avoir chacun du projet. Mais il y a une continuité, même quand il y a des élections, une continuité dans le soutien des politiques qui est un des points forts du projet, parce que du coup, Sophie, elle pouvait penser à faire son travail et pas autre chose. Alors justement, ce que je trouve intéressant, et je me tourne vers vous, Cynthia Goré-Gobin, c'est de voir dans cette relation municipalité-État pour un projet comme celui de l'organisation des Jeux Olympiques. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des échanges. Donc forcément, la relation Paris-État, elle va être transformée d'une certaine manière sur cette base de tous ces préparatifs pour l'organisation des Jeux Olympiques. Ce qui donne là aussi peut-être ce qui va venir accroître le pouvoir de la ville dans sa relation avec l'État français. Est-ce que vous y voyez, vous, quelque chose, une sorte de tournant? Alors, on va dire, Paris n'a pas besoin de ça, mais enfin, tout de même, voilà, je pense que c'est une pierre de plus dans le jardin. Et pour aller encore plus loin, on parle donc, et on l'évoquait précédemment, le pouvoir des villes. Est-ce qu'on peut imaginer, et à quelle échéance peut-être, un parlement des maires dans le monde? Cynthia Goré-Gobin. Oui. Alors, la question, elle est difficile, mais je vais essayer de répondre, parce que là, on est en train de se projeter dans l'avenir, en fait. Alors, moi, je travaille sur cette question, et elle m'intéresse énormément, parce que je pense que c'est un enjeu considérable. Mais dans la réflexion que je mène, j'évite de parler des capitales nationales. Alors, c'est vrai, Paris, c'est la capitale de la France, et il y a, si vous voulez, cette relation spéciale entre Paris et l'État. Mais en vous écoutant tous les deux, on réalise qu'en fin de compte, là, il y a eu vraiment une coopération entre l'échelon national et pratiquement et la ville et les territoires, je devrais dire. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais ce qu'on observe, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle, ce que les Anglo-Américains parlent de second cities, c'est-à-dire des villes qui ne sont pas capitales nationales, les villes qui ne sont pas des superstars. Et on observe qu'en fin de compte, ces villes sont en train de se transformer en métropoles. Et certaines peuvent avoir, je dirais, les compétences politiques en tant que métropole, ce qui est le cas chez nous, parce que vous savez qu'on a eu, avec la loi de 2015, 14 villes ont eu le statut de métropole, et puis plus récemment, en 2018, il y en aura encore plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, il est en train peut-être pas de se former, d'émerger un pouvoir métropolitain. Et ça peut être intéressant. C'est intéressant, et il ne faut pas le voir sous l'angle de la rivalité. C'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, on vous dit qu'en fait, la puissance économique d'un pays se joue au niveau de ses métropoles. C'est l'ensemble de ces métropoles sur lesquelles repose la puissance économique. Donc, en fin de compte, on se trouve dans une situation où les États ont intérêt à aider les métropoles à se positionner à l'échelle européenne, par exemple, ou alors à l'échelle mondiale, enfin ça dépend bien entendu des villes, à se positionner, à se faire connaître et à pouvoir rayonner. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà ce qu'on est en train d'observer, je dirais, pour le moment. Mais donc, on fait une différence entre les villes superstars, là où se joue l'économie financière. On pense bien entendu à New York, peut-être Shanghai, Tokyo et peut-être Singapour, je ne sais pas trop, et Hong Kong et d'autres villes encore. Et pratiquement ces villes, j'allais dire secondaires, second cities, qui en fin de compte sont en train de se réorganiser. Elles jouent un rôle au niveau économique, elles se réorganisent au niveau politique. Et voilà ce qu'on peut observer à l'heure actuelle. Donc l'avenir... Vous parliez de métropole. C'est quoi une métropole, si on devait la définir?
Alors, très rapidement, je dirais qu'en fin de compte, on connaît ce que c'est que la ville. La ville, c'est pratiquement une entité municipale. Et la métropole, c'est pratiquement une entité politique qui inclut différents territoires. Et c'est ce terme qu'on emploie qu'on associe au terme de métropole. Alors, les villes ne sont plus des villes, mais elles sont en train de se métamorphoser sous la forme de métropole, c'est-à-dire qu'elles ont un territoire plus important, mais elles sont en train aussi de jouer la relation locale-globale. C'est-à-dire qu'en fait, elles essayent, d'un point de vue économique, de rayonner à l'échelle internationale. Bien entendu, on ne parle pas des superstars, hein. On parle des villes comme dans notre contexte national. On peut parler de Lyon, on peut parler de Bordeaux, on peut parler de Lille et d'autres, et de Strasbourg, et je vais de Nantes, etc. Donc, ce sont ces villes-là qui, aujourd'hui, cette armature urbaine qui a un poids considérable dans cette économie mondiale globalisée. Et puis, d'un point de vue culturel. Donc les villes, qui se transforment en métropoles. Les métropoles ont conscience du fait qu'elles doivent aussi jouer un rôle culturel. Et justement, le développement de la culture dans ces métropoles est assez impressionnant. Alors, je peux donner juste un exemple. Je parle de Lyon. Et Lyon organise tous les ans, depuis un certain nombre d'années déjà, la Fête des Lumières. Et ce qui est intéressant, c'est que la ville de Lyon, aujourd'hui, elle aide un certain nombre de villes dans le monde, on parle à Lyon de Shanghai, à organiser l'équivalent, soi-disant, c'est-à-dire une fête de lumière aussi, à l'image de ce que Lyon fait. Enfin, je donne juste un exemple assez facile, mais qui permet de comprendre un peu le rayonnement culturel des villes. Et ça, c'est important. Voilà ce qui se joue dans ce cycle de mondialisation et de globalisation. Alors sur le plan des échanges, quelques mots peut-être sur la coopération, sur le développement. C'est vrai que quand la France envoie des troupes au Mali, le monde entier est au courant. Mais peu de gens savent qu'il y a, je crois, quelque chose comme 4800 municipalités en France qui se sont engagées dans des opérations de coopération à l'étranger, dans 147 pays durant les dernières décennies. Donc tout ça, c'est un apport qui n'est pas non négligeable, cet apport diplomatique finalement des villes à l'étranger. Et je reprendrai ma question autour d'un parlement des villes, Cynthia Gregova. Oui, alors vous faites référence, et je crois que, comme vous le dites, c'est très important, et d'une manière générale, les médias n'en parlent pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire la coopération qu'un certain nombre de villes mènent des politiques à l'égard de villes situées dans les pays du Sud. C'est-à-dire, il s'agit de penser, d'imaginer un transfert peut-être d'expérience sur des sujets bien particuliers. Et ça, et donc l'aide pratiquement comment organiser, comment façonner, comment faire, comment élaborer un plan d'aménagement, par exemple. Alors les villes, elles savent faire ça, nos villes savent faire ça, et elles aident les autres villes à faire l'équivalent. Alors, quand on discute avec les gens à Lyon, on parle beaucoup, et à Bordeaux aussi, on parle par exemple de la coopération en Afrique avec Ouagadougou, au Burkina Faso. On parle de Douala au Cameroun. Et puis, on parle aussi, par exemple, sur la politique de patrimoine, aider les villes au Maroc, à forger aussi, à travailler la question du tourisme et à partir du patrimoine. Voilà des sujets sur lesquels, en fin de compte, ces municipalités sont en train de travailler. Et c'est un point très important. Alors, le Parlement des maires, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu cette expérience. Cette expérience a eu lieu à l'initiative d'Amsterdam. C'est une ville qui a organisé il y a un an de cela, je pense, avec justement Benjamin Barber. C'était sous l'influence de son ouvrage, organisé, donc, et a réuni des maires venus du Nord et du Sud. Et justement, c'est dans ce cadre-là que, par exemple, la question... Alors, il y avait deux grands thèmes, et justement, c'était l'adaptation au changement climatique et la question des réfugiés, pas des immigrés, des réfugiés. En fin de compte, comment les villes peuvent s'organiser, en fait, de manière très pragmatique, en fin de compte, pour l'accueil des réfugiés.
Donc voilà un sujet qui est très intéressant. Mais je pense que c'est bien que des maires se réunissent dans le cadre de grandes conférences, mais de là à parler d'un parlement de ville, je ne sais pas trop. Là, je veux dire, je me pose des questions. Mais déjà, on peut signaler le fait que les villes interviennent dans les relations internationales. Ça, c'est un fait acquis et on a pu observer, je dirais, cette transformation au cours de ces 20 dernières années. Ça, c'est vraiment remarquable. Écoutez, je crois qu'on a fait, à défaut du tour général et global, en tout cas un bon tour des questions liées aux villes dans le monde et à leur participation au mouvement. On a parlé de Paris, ville olympique en 2024. Je vous propose, s'il y a des questions, vous en avez sûrement, n'hésitez pas à les poser. Moi, autour des problèmes qui ont été évoqués, j'ai 2 questions à poser. La première, c'est surtout l'inquiétude qu'a beaucoup, en gros, les populations que nous rencontrons, parce que nous, on travaille comme des associations. L'inquiétude qu'ils ont, par exemple, pour 2024, de la question de la gestion écologique des déchets, qui normalement sont une production directe des grands événements et des grandes concentrations humaines, comme on en a parlé d'ailleurs pour la question des bidonvilles. Donc, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur les villes et la participation de la population dans tous les domaines, hein, comme on l'a vécu ici déjà, nous, en tant qu'association, les difficultés pour essayer de promouvoir la question du réchauffement climatique. Les villes éprouvent les mêmes difficultés pour faire participer le plus grand nombre. Et on a tout de suite signalé que le projet tel qu'il a été annoncé a pris en compte tous ces grands événements. Et comment la ville de Paris va s'organiser pour toutes les inquiétudes et les attentes que tout le monde a, des nouvelles situations qui sont des violences un peu qui naissent comme ça, par rapport à la violence. Qui souhaite répondre? Peut-être quelques éléments. Ce que je peux vous indiquer, c'est que sur notre site internet, vous pouvez trouver toute une série d'éléments sur les travaux qu'on a pu réaliser en matière de développement durable. C'est des centaines de fiches d'actions qui ont été écrites avec le tissu associatif. Et par exemple, on a travaillé pendant plus d'1 an avec Île-de-France Nature Environnement et son réseau d'associations locales qui nous a posé des questions extrêmement régulières, se retourner vers les associations locales concernées par chacun des sites, nous faire remonter des choses. Et un certain nombre d'éléments du projet ont évolué du fait de cette interaction permanente. Mon collègue, on est la première candidature à avoir un chargé de mission exclusivement dédié à la question du développement durable. Il a encore reçu une carte cet été pendant les vacances de cet animateur d'Île-de-France Nature Environnement pour lui dire qu'il avait hâte de recommencer à travailler avec lui. Donc ça va être le fil rouge et la méthode, c'est le travail continu avec le champ associatif et l'interaction. Et même les collectifs anti-JO, on leur a proposé de les rencontrer, de discuter, d'échanger. Ils n'ont pas toujours accepté, mais en tout cas, il y a ce dialogue permanent qui fait qu'on est toujours extrêmement disponible. C'est d'ailleurs amusant de voir que la maire de Paris, dont je ne suis pas le représentant, a souhaité, dès le retour de Nima, le 16 septembre dernier, réunir le tissu associatif parisien, justement pour bien marquer le fait que c'était une victoire, partagée, et qu'il allait avoir un travail en commun à fournir. Concernant la gestion des déchets, je pense qu'on est parti sur des niveaux d'exigence assez exemplaires, avec des niveaux d'engagement concernant, par exemple, le gaspillage alimentaire. Je vous disais, au village olympique, 50 000 repas jour servis. On va s'engager, à l'instar de ce qui avait été fait pour la COP21, à ce que pas un repas ne soit jeté pendant la période des Jeux. On pourrait démultiplier à loisir sur la gestion des déchets. Je vais être très honnête avec vous. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sais très bien que mon collègue, qui est à 2 bureaux de moi, a travaillé sur la problématique de l'éco-construction et de toute cette dimension-là. Mais pour le coup, je ne saurais pas rentrer dans le détail. S'il était là, il vous en ferait l'article pendant 1 heure ou 2 avec beaucoup de plaisir. Et puis sinon... Participation des populations À Paris,
Après, le comité d'organisation ne va pas se substituer aux collectivités territoriales. Donc chaque collectivité territoriale a une politique en matière de démocratie participative. En ce moment, il y a des budgets participatifs qui sont soumis au vote des Parisiens à la mairie de Paris, par exemple, et à les conseils de quartier. Ça va continuer à se faire. Et ce qui me paraît assez évident, c'est que le comité d'organisation va avoir à cœur tout au long du projet de continuer cette logique de participation et du plus grand nombre, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y aura parfois des choses dont il aura la responsabilité directe, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'organisation de l'événement. Mais quand on va parler de la livraison des infrastructures, je pense notamment du village olympique, bah là, ça va être les acteurs locaux qui sont les porteurs de ce projet, qui vont mener et mettre en place des logiques de concertation. Mais on a commencé comme ça, on a gagné comme ça, et on continuera comme ça. Je ne suis vraiment pas inquiet là-dessus, même si, pour être très honnête, là, on change un peu de période. Le comité de candidature va se dissoudre dans les toutes prochaines semaines. Un comité d'organisation va se construire en début 2018. Et son premier travail, ça va être de faire un énorme travail de planification pour se doter des outils de pilotage qui vont lui permettre de lancer tous ces marchés dont on parlait, de suivre l'organisation de l'événement. Et donc, il n'est pas impossible qu'il y ait un peu la rupture de l'image et du son pendant le premier trimestre ou le premier semestre 2017, parce qu'il y aura un travail de conception et de planification qui est extrêmement lourd en début d'activité. Mais après, je suis assez persuadé, pour tout vous dire, on y réfléchit déjà, de voir comment est-ce qu'on pourra avoir cette forme d'interaction permanente qui sera nécessaire à la bonne sortie du projet. De toute manière, on a intérêt à le faire, quand bien même on n'y croirait pas. Il se trouve qu'on y croit, mais on a intérêt à le faire si on veut que l'événement ne suscite pas d'opposition. Donc quand des questions de principe rejoignent des considérations pragmatiques, généralement, ça marche bien. Sophie Laurent, vous souhaitez rajouter quelque chose? Non? Une autre... On a répondu à vos questions, monsieur? Alors, bonsoir. Je m'appelle Joyce Green. J'ai travaillé pour la COP 21. J'ai travaillé avec le Secours catholique également, avec une association, je suis très active, qui s'appelle Sauvons le climat. Donc, le vice-président de l'EDF fait partie, donc, qui a été un des organisateurs de la COP 21. Voilà. Et donc, suite à pas mal d'expériences dans le domaine sportif et artistique, donc je me suis reconvertie suite à des accidents que j'ai eus personnellement. Je suis en train de monter une fondation qui s'appellerait Fondation des 100 amis, qui a pour objectif donc l'insertion professionnelle. Voilà. Je suis en train de préparer un jubilé pour le mois de juin 2018 à l'île Maurice, parce que ça fait 50 ans que l'île Maurice fête son indépendance. D'ailleurs, indépendance donnée par des Français. Je suis très actif au niveau sportif. J'ai été parrainée par Emmanuel Petit pour la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de football des démunis, voilà, où j'ai parrainé pas mal de femmes au niveau insertion professionnelle, au niveau du football. Et je voudrais savoir, à votre niveau, donc j'ai également travaillé avec le PSG, la fondation du PSG, Monsieur Franck Bentitola. Voilà, et j'ai interviewé le président, la FIFA, le président de la FIFA. Voilà, donc je voulais savoir, et je travaille avec Green Cross, donc Monsieur Nicolas Imbert, et Monsieur Koenig, Monsieur Henri Robert. Et vous voulez savoir quoi? Voilà, pardon? ma question est de savoir si il y aurait une possibilité pour moi d'intégrer votre groupe au niveau de l'insertion professionnelle, parce que cet événement, il y aura des retombées économiques, il y aura des retombées au niveau des emplois, de l'emploi. Donc, je voudrais savoir s'il y aurait une possibilité de travailler avec vous au niveau de l'insertion professionnelle. Je travaille déjà avec Madame Hidalgo sur les grandes métropoles, avec le groupe INTA, ADEME et OCDE. Voilà. Sophie Laurent. Merci, sacré parcours, félicitations, bravo pour tout cet engagement et cet enthousiasme. On a besoin de gens enthousiastes, on a besoin de gens comme vous. Il faut savoir que, donc, comme a dit mon collègue, le comité de candidature va se dissoudre, le comité d'organisation va se créer l'année prochaine. Il va y avoir un mécanisme tout à fait transparent de création de postes. Tout sera publié sur le site internet. Donc je vous invite vraiment fortement à, petit 1, regarder différents postes. Petit 2, parce qu'il faut comprendre que dès le départ, on n'aura pas besoin de 10 000 personnes.
Il faut savoir qu'à, par exemple, à Londres, on avait jusqu'à 5000 personnes qui travaillaient sur ce projet. Donc c'est énorme. Des possibilités, il y en aura plein. Il y aura plein de choses qui pourront se faire. Donc je vous invite, petit 1, à regarder le site internet. Et il y aura une adresse, je crois que c'est jobs@paris24.org. Emploi paris2024.fr aussi, ça marche. Vous pouvez déposer des candidatures spontanées parce que pour l'instant, il n'y a pas de poste ouvert en tant que tel. Et pour l'instant, justement, c'est effectivement, le comité n'est pas encore créé, donc il faut attendre au minimum sa création. Mais oui, il y aura plein de possibilités. Une autre question ? Monsieur. Merci. Bonsoir. Concernant l'attribution des JO à Paris 2024, pourquoi la maire de Paris n'a pas organisé un référendum pour avoir l'avis des Parisiens, au moins des Parisiens? Merci. Fabien Il y Moreau. a plusieurs réponses qui peuvent être données à ça. La première réponse, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est que pour nous, dès le départ, les jeux, c'était pas qu'un contenu, c'était aussi un contenant, et qu'un contenant qu'on voulait progressivement construire avec la population, avec le tissu associatif, avec le champ syndical. Et toute cette construction, elle s'est faite sur 2 ans. Donc le projet tel qu'on l'imaginait il y a 2 ans, c'est pas exactement du tout, et même pas du tout le même que celui qu'on construit aujourd'hui. Donc on aurait fait voter, on aurait posé une question sur un objet qui n'est pas fini. Et donc c'était pour nous un des premiers biais du référendum. Après, il y a une deuxième question qui peut se poser, c'est quoi l'espace pertinent pour le faire? Vous dites c'est les Parisiens, mais les infrastructures, elles vont être faites en Seine-Saint-Denis. Il va y avoir des infrastructures dans toute l'Île-de-France. Et puis ça va avoir un impact, puisque sur les 1,5 milliard d'argent public, il y a quand même 1 milliard d'argent qui est apporté par l'État. Ça va avoir un impact au niveau France. Donc c'était quoi le périmètre pertinent? Donc on a plutôt fait le choix de faire une construction collective, une concertation publique parfaitement transparente dans laquelle chacun pouvait exprimer son opposition. Et je suis absolument persuadé que si on n'avait pas remporté la conviction du plus grand nombre des Français au jour d'aujourd'hui, les choses se seraient passées comme elles se sont passées en Hongrie. Orban, au départ, il ne voulait pas faire référendum. Et n'importe qui pouvait, sur le site de la ville de Paris, venir déposer une pétition en ligne. Ça a d'ailleurs été fait. Mais ça n'a pas connu un succès redoutable. Pourquoi? Parce que je pense que précisément, on a fait le travail d'explication et de co-construction du projet dans la durée. Mais c'est vrai que ça aurait été difficile. Il y a 2 ans, le projet n'était pas le même. Il a mûri et évolué dans le temps. Donc une question oui-non, sans compter le fait que souvent, on ne répond pas toujours à la question qui est posée. C'était sans doute ça qui n'a pas poussé à ce qu'un référendum soit organisé. Une autre question? Merci à tous les 4. On a beaucoup parlé de Paris 2024, mais c'était le moment de le faire, parce que c'est quand même l'actualité la plus brûlante. Je pense qu'on en reparlera encore pour d'autres raisons dans les années qui viennent, qu'elles soient politiques ou géopolitiques. Merci à tous les 4. Je pense qu'on a eu des bons éclairages sur notamment le rôle des villes, et avec un exemple qui était celui de Paris, le plus récent, et cette compétition. Il y a peut-être d'autres cadres aussi, il y a plein d'autres cas possibles, notamment on parle en ce moment d'autres... Moi, j'avais peut-être une petite question sur les... Ah, mais posez-la, Jérémy. Non, mais sur la concomitance quand on est dans des compétitions de ce type, là, on parle d'autres événements sportifs. Il y a eu le débat sur l'Expo universelle, sur cette boulimie d'événements internationaux peut aussi poser des problèmes, je pense, de brouillage diplomatique ou qui finalement, dans ces territoires, décide des priorités pour ces événements, par exemple à Paris. Voilà, mais je pense que c'est une question un petit peu vaste et qui... Sur la coordination, on va dire, diplomatique, mais c'est plutôt du côté des villes, de la ville de Paris, entre les différentes compétitions internationales auxquelles on est éventuellement amené à participer. Avec le cas de l'Expo universelle, parce que ça s'est posé quand même plusieurs fois, de savoir si on pouvait postuler aux deux... Oui, nous, au niveau parisien, on était... Non, au niveau de la comité de candidature, on a au départ cherché à travailler en symbiose avec l'Expo universelle. Il faut savoir que le mode de décision n'est pas du tout pareil. L'un, pour l'Expo universelle, c'est vraiment une décision au niveau où c'est de la diplomatie, et ce sont les États qui votent auprès d'un bureau, et donc on est vraiment dans un schéma classique de diplomatie. Pour le CIO, pour le contexte olympique, c'était les membres du CIO, et donc les personnes les plus à même étaient vraiment les membres du CIO français à venir défendre notre projet.
pour la Coupe du Monde de rugby qui risque d'avoir en 23. Là, on est encore sur un autre périmètre. Donc en fait, la décision, c'était vraiment, enfin, c'est de travailler en symbiose avec les différentes autorités, donc aussi bien la mairie que la présidente de la région Île-de-France, l'État, pour essayer de définir ensemble une stratégie de l'opportunité, à quel moment on peut pousser. Sébastien, tu veux rajouter un... Je redescends. Donc, est-ce que le projet donc d'Expo universelle, du coup, est définitivement enterré ou il a encore ses chances? Je ne suis pas une experte, mais je crois, non, je crois qu'il continue. Absolument. J'en suis quasiment sûr. Non, ça c'est des positions de journalistes. Mais non. Aujourd'hui, les deux projets sont concomitants. Nous avons gagné, donc nous aurons les Jeux en 2024. Et je crois que c'est l'année prochaine que le bureau, l'année prochaine c'est de l'après, que le bureau en charge des expos universelles va décider entre Osaka, Paris et puis deux autres villes. Mais je suis quasiment sûre. Quasiment. Peut-être qu'on fera une l'année prochaine. En tout cas, ce ne sera pas un lien de cause à effet. C'est-à-dire que peut-être que l'expo n'ira pas jusqu'au bout, mais il n'y aura pas de lien de causalité entre l'obtention des Jeux. C'est tellement pas les mêmes personnes qui traitent et arbitrent sur ce type de questions-là qu'eux, ils ne se disent pas « Oh, ils ont donné les Jeux, je vais équilibrer, je ne vais pas leur donner l'expo ». Ça ne marche pas comme ça. Je voulais juste terminer en vous rappelant que la rencontre de ce soir était enregistrée et sera diffusée sur notre site dans les jours qui viennent, si vous voulez la consulter de nouveau ou l'indiquer à des amis. Et également qu'à la BPI, donc la Bibliothèque publique d'information, a été mise en place par une collègue qui est présente ce soir, une sélection bibliographique d'ouvrages que vous pouvez consulter sur la diplomatie des villes et sur la géopolitique des villes et les métropoles à l'échelle internationale. Et que je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine séance qui n'est pas encore tout à fait définie. Il y a une séance qui peut vous intéresser, mais qui est un petit peu hors série de enjeux internationaux, qui sera le 8 décembre prochain, c'est dans un petit moment, sur la Colombie, puisque la Colombie fait l'objet d'une invitation. C'est une saison culturelle colombienne qui a démarré en juillet en France, et où on parlera un petit peu justement de la Colombie face à l'avenir, et en termes de mémoire et de réconciliation. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'être venus et à bientôt.